Donald Trump pense, vous savez, qu'après cette réunion à Mar-a-Lago, l'un des points qu'il a mentionné était que l'Europe assumera une part importante des responsabilités en matière de sécurité de l'Ukraine, avec le soutien des États-Unis. Pensez-vous que l'Europe en est là? Veulent-ils vraiment mieux comprendre, comme le suggère, en quelque sorte, Donald Trump? Eh bien, je veux dire, tout cela, c'est justement pour cela que la situation est si opaque. Et pourquoi je pense que Trump l'a délibérément laissé dans cet état d'opacité. Parce que tout cela relève d'un cercle vicieux. Oui, les Européens veulent, si un cessez-le-feu est conclu, se trouver de l'autre côté de ce cessez-le-feu face aux Russes. Et ils veulent que leurs forces, les forces de l'OTAN, soient présentes. Mais ils ne le feront pas et ne peuvent pas le faire, sans une garantie de l'Amérique que s'ils rencontrent des difficultés, celle-ci interviendra et les soutiendra sans poser de questions. Et bien sûr, l'Amérique ne veut pas faire cela. Trump refuserait probablement si on le lui demandait. Et de toute façon, lorsqu'en Europe, on parle avec désinvolture de garanties de sécurité au format de l'article 5, c'est bien de cela qu'il s'agit. Je veux dire, faire cela, que l'Amérique assume une telle responsabilité, serait avant tout très polarisant à l'intérieur des États-Unis. Oui, certains disent « Oh, eh bien, il a pris un décret donnant une sorte de garantie de sécurité au Qatar. » Oui, mais c'est une question complètement différente. Le Qatar est un minuscule point sur la carte. Là, il s'agirait d'accorder des garanties de sécurité, une disposition à faire la guerre contre la Russie. C'est d'un tout autre ordre, et il n'y a aucun appétit pour cela, à part, vous savez, quelques figures comme Lindsey Graham. Mais il n'y a pas de véritable envie d'entrer en guerre avec la Russie, surtout parmi sa base, les partisans du MAGA. Ils n'y tiennent pas du tout. Ils ne veulent plus de guerre étrangère. Les guerres étrangères leur sont odieuses, et c'est tout le principe de l'America First. Donc, je pense que lorsqu'il dit « c'est à vous de voir », il sait qu'il lance une invitation qui ne peut pas être acceptée. Comme dire « viens à ma fête », mais « oh, c'était hier, je suis désolé que tu n'aies pas pu venir ». Ils n'obtiendront pas les garanties qu'ils recherchaient, car l'Amérique ne va pas les soutenir. Et même si Trump pensait que c'était une bonne idée, ce qui n'est pas le cas, il faudrait probablement que cela passe par le Sénat. Ce type de garantie, une sorte de soutien de type article 5 pour les Européens et les Ukrainiens contre la Russie, nécessiterait l'approbation du Sénat, ce qui là encore n'est pas envisageable. Avons-nous une idée du type de garantie de sécurité qui serait acceptable pour le gouvernement russe ou du côté russe de l'accord? Oui. Du point de vue russe, des garanties de sécurité ont été discutées lors de cette réunion à Istanbul en 2022 et les Russes ont proposé leur propre version de ces garanties. Mais leur conception de la sécurité diffère de celle des Européens. Selon la vision russe, ce qui est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité, c'est de combler le fossé fondamental, si l'on veut, créé par l'avancée de l'OTAN jusqu'à leurs frontières. Depuis la période de la réunification allemande jusqu'aux frontières de l'Ukraine, ainsi que l'absence actuelle de tout accord sur des questions telles que le déploiement de missiles intermédiaires en Europe. Donc, je veux dire, la façon dont ils perçoivent les garanties de sécurité relève davantage d'une vision d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il y aura quelques bataillons de troupes françaises ou britanniques de l'autre côté d'une ligne de cessez-le-feu. Ce n'est pas une garantie de sécurité pour la Russie au sens réel du terme. Ce qu'ils veulent, c'est que l'architecture de sécurité de l'Europe soit prise en compte. En 2021, ils ont proposé un projet de traité allant dans ce sens, et il a été complètement ignoré par l'Europe
et par les États-Unis. Mais c'est cela qu'ils entendent par garantie de sécurité. Ils ont également suggéré à l'époque que d'autres États puissent être déployés en Ukraine, si nécessaire, afin de fournir une forme de garantie de sécurité à l'Ukraine. Mais il ne s'agirait pas de troupes de l'OTAN. Ils ont donc suggéré que ces forces pourraient être prélevées ailleurs, peut-être des troupes indiennes ou d'autres, qui offriraient, si l'on veut, une sorte d'élément de sécurité. Et ils ont ajouté qu'ils souhaiteraient également une garantie de sécurité pour eux-mêmes. En d'autres termes, ils voulaient que l'Europe déclare clairement et légalement qu'elle n'a aucune intention d'attaquer la Russie. Vous savez, tout cela s'est maintenant inversé. En haut, nous devons nous protéger contre une attaque de la Russie contre l'Europe. En réalité, j'étais à Moscou le mois dernier et tout le monde là-bas est parfaitement conscient de toutes ces menaces venant d'Europe. Guerre avec la Russie. Guerre avec la Russie. Venant de la ministre allemande de la Défense, du chef de l'armée française, de généraux britanniques disant « Eh bien, si la guerre n'a pas lieu d'ici 2028, ce sera peut-être l'année prochaine que nous irons en guerre contre la Russie. » Les Russes veulent donc quelque chose d'un peu plus large qu'une simple présence de quelques centaines de soldats britanniques, français et allemands sur le territoire ukrainien après une sorte d'accord. Ils veulent quelque chose de solide. Et de plus, ils ne veulent pas seulement un arrangement. Ils veulent un traité juridiquement formulé avec les États-Unis et avec l'OTAN, qui le précise très clairement, qui soit verrouillé et non pas simplement une déclaration improvisée. Je veux dire, c'est là tout le grand mystère de cette proposition. Vous savez, les principales personnes qui négocient cela au nom des États-Unis, l'un est le gendre de Trump et l'autre est un de ses amis dans l'immobilier. Je crois que Witkoff fait peut-être partie de l'administration, mais je ne pense pas que Kushner en fasse partie. Aucun des deux n'a de mandat au nom des États-Unis pour négocier avec un autre État. Je veux dire, cette responsabilité reviendrait à Rubio, qui est secrétaire d'État, mais il n'a pas participé à ces discussions, peut-être parce qu'il n'y est pas vraiment favorable. Mais si vous voulez conclure un accord formel, il faut qu'il y ait quelqu'un mandaté pour le mettre par écrit, puis le signer au nom de l'Europe ou des États-Unis. Je veux dire, l'Europe ne participera pas à cette négociation, mais elle fait toujours partie de l'OTAN, bien sûr. Donc c'est vraiment une question de confiance et de fiabilité. Parce que se passe-t-il si vous avez une bonne discussion avec Steve Witkoff et avec Kushner et qu'ils suggèrent un accord? Mais que se passe-t-il l'année prochaine ou celle d'après, quand quelqu'un dira à Poutine « De quoi parlez-vous, Monsieur Poutine? Avez-vous cela par écrit quelque part ?» Et il devra dire « Non, ce n'est pas le cas. » Ce n'était qu'un accord verbal entre deux personnes qui sont des amis de M. Trump. Je veux dire, ce n'est pas vraiment suffisant pour des relations d'État à État, pour des affaires entre États, là où les mots comptent, où les termes exacts écrits noir sur blanc ont beaucoup d'importance. Pas simplement quelqu'un qui dit « Oh oui, on peut faire ça, ne t'inquiète pas, on fera ceci, je te promets que l'OTAN n'avancera pas davantage. » Bien sûr que non. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Et il avait un excellent exemple de cela. Poutine, avec la Russie, lorsqu'il a rencontré Biden à Genève il y a quelque temps, et qu'ils ont eu une discussion sur l'Ukraine. Et Poutine a dit à Biden, « Avez-vous l'intention de placer des missiles en Ukraine ?» Biden a répondu non. Mais le lendemain, Lavrov a été informé par Blinken, « Oui, nous avons l'intention de placer des missiles en Ukraine, et nous ne sommes pas disposés à discuter de ce principe. Nous sommes seulement prêts, peut-être,
à parler du nombre de missiles que nous placerons en Ukraine. Eh bien, vous savez, le temps de vol d'un Tomahawk entre l'Ukraine et Moscou est d'environ 2 minutes. Ce n'est tout simplement pas acceptable d'avoir ce genre de situation. Donc la sécurité, vous savez, c'est une sécurité plus large. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelques troupes de l'autre côté de ce qui constitue la frontière entre les 5 États, les 5 oblasts et les terres ukrainiennes restantes. Je pense que l'un des principaux problèmes en ce moment, comme le dit la partie russe, c'est que s'il y a un accord ou un règlement quelconque en Ukraine, le Congrès américain devrait en faire partie. Parce que souvenez-vous, avec le JCPOA, l'accord entre l'Iran et les États-Unis, le P5+1, le Congrès n'en faisait pas partie. C'est pourquoi, lorsque le nouveau président Donald Trump est arrivé, il a tout démoli, tout détruit. Mais aujourd'hui, la Russie ne veut pas tomber dans le même piège que celui qu'a connu l'Iran auparavant. Penses-tu que le Congrès en fera partie ou qu'ils sont prêts à le faire? Eh bien, c'est précisément pour cela que je dis que la Russie exige en réalité une approche juridique appropriée pour toute résolution en Ukraine. Une approche écrite dotée d'une force légale en droit international. Elle n'acceptera pas quelque chose qui pourrait être annulé demain si Trump change d'avis ou si la situation évolue dans les prochains jours. Non, il leur faut cela. Et ils ont déjà connu plusieurs revirements de sa part concernant l'esprit des accords. Donc oui, ils auraient besoin de cette garantie. Et non, le Congrès ne serait pas d'accord, car il existe des éléments importants dans les deux chambres qui s'opposent à une normalisation avec la Russie. Encore une fois, cela fait partie de l'architecture profonde de la politique étrangère qui existe au sein de l'État permanent américain. Il y a des règles et des éléments bien établis, et c'est précisément ce qui les a rendus si opposés à Trump dès le départ. Ils ne se battaient pas, c'était l'élément imprévisible. Les élections étaient prêtes, bien rodées, mais c'était un choix forcé. On pouvait choisir le candidat démocrate à la présidence ou le candidat républicain, mais au fond, cela ne changeait pas grand-chose, car tous deux partageaient la même approche de base. Certes, il y avait une légère inclinaison idéologique d'un côté ou de l'autre, mais dans la structure profonde, ils avaient une vision commune. C'était donc, si l'on veut, une illusion de choix, car il n'y avait pas de véritable choix. Les éléments fondamentaux de la politique américaine n'étaient pas remis en question lors de ces élections. C'était simplement, on choisit l'un ou l'autre. Et puis Trump est arrivé, si l'on veut, comme un élément imprévisible, et ils ont organisé d'immenses rassemblements pour tenter de l'arrêter. Les dirigeants des deux ailes du parti au pouvoir ont tenu des réunions sur des îles pour essayer de le bloquer. Donc non, il ne serait pas facile de faire adopter un accord par le Congrès. Oui. Permettez-moi de changer un peu de sujet, Alastair, pour parler de ce qui se passe avec la visite de Netanyahou aux États-Unis. On a demandé à Donald Trump, alors qu'il se tenait juste à côté de Netanyahou, un des journalistes lui a demandé « Allez-vous permettre à Israël d'attaquer l'Iran s'ils poursuivent leur programme de missiles balistiques ou leur programme nucléaire ?» La réponse de Trump était assez fascinante. Il a dit, s'il continue avec les missiles balistiques, oui, nucléaires, rapidement. Qu'est-ce que cela signifie? Et quelle est votre compréhension de la situation et de la manière dont Donald Trump veut gérer Netanyahou, Israël et l'Iran? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux à cela, et que nous avons tendance à en rester à la surface. La première chose que je dirais, c'est que de cette réunion est sorti beaucoup de rhétorique et de discours, mais très peu de structures systémiques. Rien n'a été défini à notre connaissance concernant la prochaine étape à Gaza, la phase 2 à Gaza, ou l'un de ces éléments.
Le langage employé était le genre de fanfaronnade familière utilisé par Trump, qui esquive et joue avec les mots et les formulations, et il se contente de dire ces choses. L'Iran doit prendre ce langage au pied de la lettre et au sérieux. Mais, vous savez, ce genre de déclaration comme « je vais frapper l'Iran de plein fouet » ou « si le Hamas ne se désarme pas, les portes de l'enfer s'ouvriront », c'est le ton qu'il emploie. Je veux dire, nous avons entendu cela de nombreuses fois maintenant à propos de toutes ces choses. Et c'est un langage standard, une sorte de Trump parler. Mais cela ne veut pas forcément dire cela. En fait, je pense qu'il y a de nombreuses raisons de penser que cela visait aussi d'autres domaines. Et ensuite, nous pourrons revenir sur la raison pour laquelle Netanyahou était à la réunion. Mais la première étape, je dirais, pour comprendre cela, concerne vraiment la position intérieure du mouvement MAGA, les personnes qui soutiennent America First et qu'on appelle, si l'on veut, les isolationnistes, de manière péjorative, parce qu'elles ne veulent pas de guerres étrangères. Et c'est ce qu'on appelle l'isolationnisme aux États-Unis. Et comme vous le savez, il y a eu un important courant MAGA qui s'est cristallisé dans ce qui est arrivé à Charlie Kirk, qui a été tué. Il était le dirigeant de cette organisation appelée TPUSA, Turning Point USA. Lors de cette récente réunion de TPUSA, c'est une organisation importante car elle attire de nombreux jeunes républicains et, si l'on veut, des éléments plus populistes. Toute la discussion portait sur la politique étrangère de l'Amérique. Il semble que ce soit une politique de soutien inconditionnel à Israël, et ces jeunes se demandent pourquoi ce soutien devrait aller à Israël. Nous sommes des partisans de l'Amérique d'abord, pas d'Israël d'abord. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a donc eu des discussions très animées à ce sujet. Et maintenant, nous voyons les partisans juifs et israéliens en Amérique essayer, si l'on peut dire, de nuire à ce groupe, le groupe MAGA, en affirmant que ce n'est pas suffisant. Ils disent cela, et ils le disent aussi au vice-président Vance. Non, il ne suffit pas de dire qu'il est acceptable de critiquer la politique d'Israël, et que le faire n'est pas une position antisémite. Ils affirment que c'est une position antisémite. Il faut soutenir Israël à 100%. Mais c'est un coin que, si vous voulez, l'ancienne garde essaie d'enfoncer parce qu'elle n'aime pas le mouvement MAGA. Elle n'aime pas ce mouvement populiste et organique qui monte en Amérique et qui menace la politique ancienne, établie, largement gérée et contrôlée, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Ils veulent reprendre le contrôle. Alors ils s'en prennent à MAGA en disant qu'ils sont antisémites et en les traitant d'antisémites. Je pense que l'une des choses que Trump faisait en soutenant Israël, c'était de montrer que c'était nécessaire pour, si vous voulez, le vice-président, des gens comme Vance, parce qu'il est l'héritier présomptif de cette base MAGA. Et il a toujours été très clair en disant que oui, nous devons soutenir Israël, mais que nous avons aussi des divergences avec Israël. Nous pouvons avoir des désaccords sur la politique. Parfois nous sommes d'accord, parfois non. Je pense donc qu'il faut d'abord considérer ces déclarations très favorables à Israël, surtout lors de cette réunion à Mar-a-Lago, en particulier à l'égard de Netanyahou. C'est à mon avis une première dimension à prendre en compte. Il s'agit de la préparation des élections de mi-mandat. L'ancienne garde, si l'on veut, aimerait qu'ils les perdent. Si Trump perd les élections de mi-mandat, ils auront alors un candidat plus acceptable pour prendre la relève. Ils veulent donc affaiblir les forces MAGA. Et Trump, je pense, dit ces choses parce que, eh bien, il faut soutenir. Et il a également critiqué, tout comme son équipe, Israël à propos de Gaza et bien sûr de ce qui s'y passe. Ils ont été très critiques envers les nouvelles colonies
et celle qui s'installe en Cisjordanie. Et ils ont reproché à Israël de continuer à bombarder le Liban et de mener des opérations militaires en Syrie. Ils essayent donc de trouver un équilibre et de se préparer à ne pas perdre les élections de mi-mandat face à un mouvement volatile, de plus en plus indépendant et organique, désormais sans direction claire. Je veux dire, il y a des dirigeants, mais plutôt des influenceurs peut-être, que de véritables chefs de ce groupe. Mais cela faisait partie, je pense, de l'élément invisible, ce sentiment de devoir se préparer à la guerre à venir. Le président de la Chambre a déclaré que, quoi qu'il arrive dans les années à venir, l'Amérique et les républicains allaient devoir mener un débat profond sur la nature de la politique étrangère. Et donc, je pense que cela visait en partie à préparer la discussion à venir sur la politique étrangère. Concernant la base de Trump, la base MAGA, oui, il est possible de critiquer Israël, mais en même temps, soutenir Israël est probablement le compromis, car certains, dans cette base MAGA, estiment qu'il ne devrait pas y avoir de soutien à Israël, que les fonds devraient être coupés. Mais le compromis dont Vance et d'autres, qui espèrent en tirer un avantage électoral, ont besoin, c'est une position intermédiaire. Et c'est ce compromis qui est actuellement mis en avant face à ceux qui disent « Non, vous êtes tous des antisémites si vous ne soutenez pas Israël sans condition ». Voilà, je pense, une des dimensions de ce processus. L'autre dimension est « Que faisait Netanyahou ?» Pourquoi est-il parti? Je veux dire, il est évident de dire, vous savez, il serait très facile de dire, eh bien, il est allé là-bas simplement parce qu'il veut un feu vert pour attaquer l'Iran. Et il l'a effectivement demandé. Mais je pense qu'il faut comprendre cela plus en profondeur. La première question posée par l'un des propres compagnons de Netanyahou lors de cette réunion a été « Netanyahou obtiendra-t-il une grâce ?» Que comptez-vous faire pour lui accorder une grâce? Comme vos téléspectateurs le savent, il y a des accusations criminelles contre Netanyahou. Il y a deux volets à ces accusations criminelles. Le premier est ancien, mais une grande partie des juristes en Israël estiment que si l'affaire est poursuivie, Netanyahou sera condamné et devra probablement aller en prison. Mais il y a maintenant quelque chose de bien plus grave, ce qu'on appelle le Qatar Gate. L'État du Qatar versait de l'argent à au moins 3 personnes du bureau de Netanyahou, des paiements réguliers. Et la question est, était-il au courant? Si oui, à quoi ça servait-il? S'il ne le savait pas, alors il aurait dû le savoir et devrait démissionner. La situation devient très amère et explosive, car on parle désormais de trahison. Des personnes sérieuses, comme l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon et d'autres, affirment qu'une enquête est nécessaire. Et donc Netanyahou, non seulement il ne veut pas de grâce, mais il veut que toute l'affaire, toutes les affaires contre lui, soient simplement annulées. Il y a beaucoup de pression, et Trump parlait de ce genre de pression exercée sur le président israélien pour lui accorder, sinon une grâce, du moins une fin des procès, une fin du processus judiciaire, ce qui n'est probablement pas légalement possible en Israël. Mais les pressions sur Netanyahou sont vraiment, ce que j'essaie de dire, déjà fortes et en augmentation, surtout à mesure que les Israéliens en viennent à la conclusion que ce qu'ils voient est une sorte de mosaïque de cessez-le-feu ou de non-cessez-le-feu, que ce soit en Syrie, au Liban, au Yémen, ou si l'on veut, plus au sud ou dans toute la région, à Gaza et en Cisjordanie. Tu sais, il y a ce patchwork de cessez-le-feu, mais aucun ne tient vraiment. Ce sont pour la plupart des cessez-le-feu imposés, et aucun n'a apporté de véritables conclusions. Ils n'ont pas apporté de victoire, une victoire complète pour Israël. Loin de là. Oui, il y a ces cessez-le-feu, mais les mouvements sont toujours intacts. Le Hezbollah est intact, le Hamas est intact, et d'autres mouvements de résistance le sont aussi.
Et la Syrie devient de plus en plus un problème, pas une partie de la solution. Donc, Netanyahou, je pense, se demande, tu vois, si tu es coincé dans tout cela et que aucun ne t'offre une issue, que fais-tu? Il doit organiser des élections l'année prochaine, en 2026. Il doit aller aux élections et il doit pouvoir promettre quelque chose de populaire et susceptible d'obtenir le soutien de son peuple. Ainsi, appeler à une guerre contre l'Iran sert cet objectif, car il est vraiment en grande difficulté politique. Et l'un des vieux réflexes, quand on est coincé et que les problèmes se referment sur soi, c'est de partir en guerre. Allons en guerre. Et cela change un peu la situation. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que cela. Et c'est tout le sujet de l'article que j'ai écrit sur Substack. C'est la nouvelle approche d'Israël. This is the new approach from Israel.